Bonjour à tous et bienvenue dans les Têtes dans le Cloud, un condensé de news tech fortement influencé par l'écosystème Microsoft et animé par des passionnés. Alors aujourd'hui c'est épisode spécial, donc on n'est pas en live pour une fois, mais on va le faire comme d'habitude, comme si c'était en live. C'est le débrief de la FabCon. Alors on l'avait déjà un peu teasé sur les derniers épisodes live. La FabCon, c'est quoi? Pour rappel, c'est The Event de l'année autour de la technologie Microsoft Fabric. FabCon, Fabric conférence. Pour ceux qui n'avaient pas compris, je préfère l'expliquer. C'est quand même important. Ouais, Benjamin vient de se dire, c'était ça. Je me demandais ce que c'était Fab. C'est comme la Comic Con. Exactement, comme la Comic Con. Petit clin d'œil. Et du coup, donc la FabCon, ça se joue 2 fois par an. On avait déjà fait les débriefs de la FabCon. Donc la dernière était à Stockholm où Nicolas, Benjamin, vous aviez eu la chance, l'occasion d'y participer. Et donc c'est une énorme conférence qui rassemble tous les passionnés de l'écosystème data de Microsoft. Et qui, alors cette année, donc ça se jouait à Las Vegas le 31 mars, entre le 31 et le 2 avril, pendant 3 jours full-time. C'était à peu près un peu plus de 200 sessions qui étaient organisées, donc c'est vraiment une grosse conférence à la manière des conférences SQL qu'il y avait à l'époque. Et l'idée, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment de l'exclusivité qui est partagée par Microsoft sur ces événements. D'ailleurs, on a bien senti que pendant les high tours, qui étaient 2 semaines auparavant, il n'y avait pas eu beaucoup d'annonces autour de Microsoft Fabric. On sentait que les éditeurs s'en gardaient pas mal sous le pied. Ça a été le cas. Pas mal de participants aussi, ce qui montre le niveau d'investissement de l'éditeur. Donc Combien de personnes il y avait alors, ça, je ne l'ai pas, Benjamin, parce que... Plus que la première année, parce que la première année... J'ai vu un chiffre sur ton Thanos, je me suis dit que c'était ce chiffre-là, je voulais te lancer, désolé, je t'ai piégé. Une question, la première, c'est celle qui me sèche. Non, mais j'ai pas trouvé le nombre de Il y a plus de monde que parties. la première année. Oui. Il y a un vrai engouement cette année. Sachant que Las Vegas, en termes de mètres carrés, c'est 3 fois Stockholm. Enfin, c'est énorme, en fait. Pour aller pour jouer les jeux ou pour non. pour que pour Microsoft. Exactement. Donc j'ai pas le nombre de participants, je l'ai pas trouvé dans les blogs en récap. On l'a suivi à distance forcément de notre côté. Par contre, beaucoup de participants, surtout de speakers, d'intervenants. Donc classiquement, Haroun Oulag, que vous aviez rencontré, qui gère la data chez Microsoft. On a eu le binôme Adam Saxton et Patrick Leblanc, de Guising, de Cube, etc. Et puis voilà, une grosse dizaine de représentatives officielles Microsoft de la data les mêmes. Pour porter ces annonces-là. Les chiffres que j'avais, c'était les annonces un peu de keynote qui rappelaient que aujourd'hui, Fabric est présent dans 19 000 organisations à travers le monde. Alors on le sait, une grosse partie de ces entreprises sont portées par l'historique Power BI et notamment les sujets de migration. Et ça représenterait 74% du Fortune 500 des plus grandes entreprises mondiales du coup. Il y a eu des retours d'expérience qui ont été partagés notamment avec la Bourse de Londres, le Stock Exchange qui du coup utiliserait Microsoft Fabric aujourd'hui pour mieux piloter la bourse. C'est pas rien comme petite référence. Non. Et du coup, ils utilisent le real time parce que alors, on va peut-être se poser la question. Surtout en ce moment avec les annonces autour de la bourse, j'espère que on a du real time et bien évidemment on en a depuis longtemps dans ces secteurs-là. Globalement, pas mal d'annonces. Donc l'exercice d'aujourd'hui, ça va être de vous reprendre un petit peu les grands sujets, nos coups de cœur, ce qui manquait peut-être à la fin, et puis on fera une petite passe sur toutes les GA qui ont été annoncées. Et puis on a surtout l'occasion de recevoir un nouvel invité aujourd'hui, un nouveau participant, Aminou, qui nous fait le plaisir d'être là parmi nous. Aminou, est-ce que tu veux dire 2 mots sur toi, comme on a l'habitude de le faire? Bien, merci. Bonjour à tous. Aminou Mamadou, architecte senior chez Expert Time, passionné de la data et un grand background autour de tout ce qui est MDM et puis gouvernance de la donnée. Donc, c'est un plaisir de vous rejoindre. On a notre monsieur référentiel, notre monsieur gouvernance. Voilà. Exactement. Merci Aminou de te prêter au jeu et bon courage. Et bon courage. L'exercice n'est jamais simple. On va avoir des discussions intéressantes. Exactement. Et donc on va démarrer tout simplement. On ne s'est pas fait de sommaire parce qu'il y a beaucoup de choses. On ne sait pas trop dans quel ordre on va partir. Tellement de choses. L'idée, petite répartition. Un des premiers sujets, alors qui a un coup un peu plus marketing, licensing, mais qui est quand même une annonce assez importante et impactante, notamment d'un point de vue value proposition, on va dire, pour les clients, intérêt du produit, etc.
C'est Benjamin qui va nous expliquer qu'est-ce qui a été annoncé, notamment autour de Copilot dans Fabric. C'est assez simple, Copilot. Déjà, si on le repositionne, Copilot dans Fabric, à l'heure actuelle, il existe sous plusieurs formes. Il existe aussi bien comme il aide à développer des rapports Power BI, il aide à comprendre la donnée, il va aider à développer des pipelines. Voilà, il va nous accompagner sur l'aide au développement sur beaucoup de briques au sein de Fabric. À l'heure actuelle, il était présent à partir de la capacité F64, donc qui n'est pas une capacité non négligeable, c'est une capacité équivalente à une P1 Premium P1 auparavant, et c'était potentiellement quelque chose qui pouvait justement empêcher certains utilisateurs d'utiliser Copilot n'ayant pas une F64. Et donc là, ce qui a été annoncé, c'est que la Copilot est maintenant désormais disponible à partir de la F2. Dans quelques semaines, je crois. Dans quelques semaines. Ouais, parce que ça veut dire progressivement. Pour l'instant, c'est pas le cas. Exactement. À l'heure actuelle, on n'y est pas. Voilà, c'est prochaines semaines. Ils disent prochaines semaines. Ça va, je pense, faire ressusciter la F32. Parce que clairement, de toutes les SKU de capacité, c'était celle finalement qu'on déploie le moins parce que tu avais la F64 juste après. Tu la prenais en réserve instance. J'ai pas les détails. Voilà, tu te ressortais avec l'équivalent en termes de prix d'une F32. Donc, pour les clients, la F32 ne servait pas à grand-chose. Là, Microsoft réhabilite un petit peu ses capacités en dessous de la F64, ce qui peut être un beau message à passer aux clients. Donc c'est ça, la terminologie, c'est que ça va être disponible pour tous les SKU F, donc de la F2 jusqu'au plus grande. 2048. Donc d'une F2 qu'il faut se dire qui commence à 270 € par mois. Quoi. C'est ça, voilà. en PSU Go. Alors attention, moi je dis attention parce que qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont commencer à utiliser sur une F2 du Copilot c'est tout le débat. On connaît un peu, alors après moi j'ai un peu les chiffres, on est sur des choses qui sont assez violentes. Moi, je vois là, sur la partie prompt, par exemple, quand on fait une requête de demande à Copilot dans Fabric, en termes de CU, alors je rentre un peu dans la technique, mais on est à 400 CU secondes pour 1000 tokens. En gros, ça veut dire qu'à partir de 500-600 requêtes, la F2, elle est déjà morte. Même en parallèle. En plus, il y a du compute d'output. Donc voilà, le truc peut être très dangereux. On est d'accord que on le connaît, la fameuse capacité F2 d'entrée de jeu, c'est celle où tu vas mettre quelques rapports. C'est ta démo. C'est ta démo, où c'est vraiment le strict minimum pour tester un petit peu. Et par contre, c'est pas là que tu vas faire tourner ton Copilot. C'est pas là que tu vas faire tourner quelque chose qui est à vocation pérenne et industrialisée pour l'entreprise. Voilà. Le mot de Microsoft, parce qu'on a tous pensé à pourquoi la F64. Et Microsoft dit toujours, parce qu'on considère qu'à partir de la F64, on a la puissance qu'il faut pour utiliser Copilot et pour pouvoir faire le reste. C'est ça. Sachant qu'on passe d'une P1 à F64, donc plus Copilot, vous voyez que déjà Microsoft disait la F64 c'est déjà un peu. Mais là on passe à de la F2. Donc le message c'est, moi mon message en tout cas c'est faites attention sur les F2, F4, F8, où vous allez très vite arriver au bout. Après c'est peut-être une stratégie marketing. C'est vrai Nicolas, tu as raison. Par contre si on voit du point de vue utilisateur final, ça permet de découvrir Copilot en langage naturel, en mettant le pied à l'étrier pour un coût moindre. En devenant un petit peu, pas dépendant, mais en tout cas, voilà, on appâte la chose. Se prendre la main. Mais stratégiquement, c'est génial. Enfin, je veux dire, sur une F2... Je suis d'accord avec Aminou, c'est que c'était une vraie attente de se dire, on a vu qu'il y avait Copilot dans Fabric, et tu disais, mais par contre, il faut mettre 4-5 000 € par mois pour l'avoir. Si c'était ton besoin prioritaire, ça fait mal. Voilà. Là, tu peux commencer déjà à voir ce que ça vaut. Et puis, tu pourrais imaginer, d'un point de vue gouvernance aussi, finalement, de prendre une capa juste pour Copilot. Potentiellement. À un moment, tu te dédies une capa à Copilot qui ne vient pas impacter, tu prends une petite F8 ou un truc comme ça, qui ferait les quelques requêtes que tu as besoin pour quelques utilisateurs, ta direction qui veut, par Teams, ou pouvoir challenger la data ou tes métiers. Il y avait déjà ça. On avait déjà la capa dédiée Copilot. Alors, c'est sorti il y a peut-être un mois ou deux. Ouais. En fait, on pouvait désigner une F64 comme étant notre référence Copilot. Mais et après, on déployait même une F2. Et on disait que dans la F2, pour certains workspaces qui voulaient utiliser Copilot, on faisait référence à la F64. Donc mais il fallait quand même une F64. Voilà. C'était un peu la... Et les gens ont été déçus parce que tout le monde, quand on a lu l'annonce il y a un mois et demi, on pensait que, ça y est, Copilot pour tout. Non, c'était Copilot que pour la F64. Et en fait, on pouvait utiliser la puissance de la F64 pour faire du Copilot sur des capacités moindres. Et là, ils ont vraiment ouvert les vannes. Donc, je pense que après ce que ça a été décidé en dernière minute, c'est fou, tu vois. Enfin, moi, je trouve je trouve ça normal, et surtout si tu rentres dans le mindset Copilot M365. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Microsoft Office est en train d'évoluer comme un produit avec de l'IA. Et on en a parlé dans les têtes cloud, sur Copilot Chat qui arrive.
nativement, tu as de l'IA Gen, etc. Bah, tu te dis, c'est un peu pareil avec tous les produits de MS. Donc, il faut que l'IA soit accessible au plus grand nombre parce que c'est une vraie valeur pour le produit. Ça ne peut pas être réservé aux clients premium. Ils avaient fait ça, je pense, d'un point de vue capacité data center pour maîtriser finalement leur capacité à délivrer. Aujourd'hui, c'est assez fort, hein, cette annonce. Ça montre qu'ils sont capables, à l'échelle des 19 000 organisations qui auraient Fabric, d'ouvrir de l'IA Gen, donc d'avoir les GPU nécessaires derrière pour scaler à l'échelle. Ouais. C'est quand même costaud. D'un point de vue puissance, ça veut dire qu'ils se sont armés. D'un point de vue technologique, tu vois, c'est pas une petite annonce. Hein, c'est que s'il y a des problèmes de perf ou que le service y tombe, ils seront pointés du doigt. Là, ils te disent, à partir de la F2, même la moindre petite F2, elle l'aura. C'est que derrière, il faut tenir la charge en termes de scaling. Donc après t'es plafonné sur ta F2. Donc, je dirais que l'intérêt aussi, c'est de se dire, pour des clients qui sont sur de la F2 ou de la F4... Ils vont pas faire grand-chose, mais... Oui, et du coup, ils vont être obligés de prendre plus. Donc, c'est aussi un moyen aussi pour Microsoft d'avoir quelque chose, de scaler un petit peu les capas qui sont aujourd'hui. Moi, je vois un usage autre que Fabric. C'est-à-dire que j'ai plein de clients que je rencontre qui me disent, nous, ce qu'on utilise dans Fabric, c'est Power BI. OK. Et qui disent, tout ce qui est OneLake, tout ce qui va être Notebook, c'est pas notre besoin. Et là, Copilot, il est à la frontière des deux. Parce qu'on n'en parlera pas forcément aujourd'hui, mais dans les annonces de mars de Power BI, il y a énormément de choses en rapport avec Copilot. Donc, on pourrait très bien imaginer une organisation qui dit, OK, moi je prends une F4, c'est pas pour faire du OneLake, c'est pas pour faire tout ça, c'est pour faire du Copilot avec mon Power BI. Voilà, de mon Power BI, j'ai du pro, j'ai une petite capacité qui m'active des fonctionnalités Copilot, qui me permet à mes utilisateurs finaux d'aller un petit peu plus loin. Et là, on est dans un paradigme un peu différent, c'est-à-dire qu'on est moins dans du Fabric, et je pense, moi j'ai des vrais cas d'usage de mon côté avec des clients qui veulent pas s'engager côté Fabric parce qu'ils ont déjà une data platform. Et tu vois, moi je vois un autre jeu en dessous, je vais juste faire un lien avec une news qu'on a eue, qui est dans la logique de Copilot dans Fabric, il y a un moment ce qu'on appelle les AI skills. On en a parlé. Voilà, alors feu AI skills, parce qu'une des petites annonces, c'est que c'est renommé en Fabric Data Agents, parce que la logique de l'IA skills, c'est bien ça, c'est de créer des agents, donc ça veut dire un rôle, globalement, d'une IA Gen qui vient pointer sur une source de données sur laquelle elle se spécialise. Le Customer Agents, par exemple, qui attaquerait de la donnée client. Et donc ça, la première info, ça ne s'appelle plus AI skills, on crée des agents data maintenant. La deuxième info qu'il y a quand même, c'est une intégration renforcée avec Azure et iFoundry. La partie dans Azure, on va dire la plateforme d'administration des projets IA demain. Alors je dis demain parce qu'elle s'enrichit elle-même et il y a encore plein de choses qui risquent d'être annoncées autour de Foundry. Mais l'idée, c'est que dans Foundry, je vais pouvoir retrouver mes data agents que j'ai dans Fabric. Alors, les créer depuis Foundry, si je voulais appeler le endpoint, du coup, donc il y a la mise à disposition d'un endpoint qui va nous permettre de se connecter, mais je vais pouvoir les référencer aussi dans ma plateforme Foundry qui va être un peu mon agents catalogue globalement de tous mes agents d'entreprise. Ceux de Fabric sont reconnus, intégrés et sont pas un peu perdus dans la nature. Et donc toi tu vois le côté création de reporting qui est assez fort, mais ou pas forcément l'IA Gen appliqué au DAX et du coup au modèle sémantique. D'un point de vue, on l'a déjà dit, utilisateur, c'est énorme. C'est-à-dire que t'es un CIO, un président, t'as pas de temps d'aller voir dans les rapports, de faire tes bookmarks, etc. C'est pas ton usage. Demain, tu demandes à Copilot ou dans Teams, globalement, peu importe si c'est Copilot Microsoft 365 qui l'appelle ou on l'a déployé dans Teams. Et en fait, tu as juste à poser des questions. Donne-moi les derniers chiffres. Là, la bourse est en train de tomber. J'ai besoin de savoir, nous, on en est où sur tel sujet. Je vais pas aller faire 3 filtres dans le rapport en me disant c'est quoi le rapport qu'on m'a partagé qui aurait l'info. Là, j'ai mon truc qui va aller chercher. Donc c'est un vrai avantage. En termes de fonctionnalité, à partir de la F2, c'est assez puissant parce que c'est du nouvel usage et accessible au plus grand nombre maintenant. Maintenant, à voir à l'usage comment ça consomme. Voilà. Mais historiquement, est-ce que ça ne s'appliquait pas uniquement au data warehouse? Que là, j'ai vu aussi que ça s'applique au lakehouse et au modèle sémantique. Exactement, ils ont ouvert. Donc maintenant, tu peux pointer sur n'importe quelle source globalement côté Fabric. C'est toi qui sélectionnes. Et donc assez puissant. On rappelle juste que ça n'a rien à voir avec les licences Copilot M365. Non, c'est totalement différent. C'est pour ça que c'est certains clients nous demandent des fois en disant mais on a les licences Copilot Microsoft 365. Du coup, est-ce qu'on peut utiliser le Copilot de Fabric? Non. Il est inclus dans la capacité. Il faut avoir les deux si tu veux que les deux discutent. Petite question. Exactement. Voire peut-être
un troisième entre les deux qui s'appelle Copilot Studio qui va faire passe-plat de mémoire. Il le fait déjà. Je crois pas que tu mais puisses. c'est encore en preview. C'est pas encore accessible, mais c'est faisable. Ouais, mais ça sera faisable. Je crois pas que depuis ton Copilot, on n'a pas Kev qui est là. Non, depuis Copilot Studio, tu peux appeler des endpoints Fabric. Mais pas depuis M365 directement. Tu es Non, obligé d'avoir non, Studio non, entre le les studio. deux. Ouais. ça. Donc, Moi, j'ai une petite question. Hier, je regardais un match de la Champions League et j'ai vu Copilot, pourcentage de marquage de buts. Alors, vous pensez que c'est quelle version de Copilot? C'est fou, c'est qu'ils sont là. Par contre. Ils sont là. Oui. Ils sont là. Copilot for soccer. Non, mais Non, bah, il y en a partout. peut-être C'est que vrai ça que peut Microsoft a dit il y a un derrière. Copilot pour tout. Hein, donc je potentiellement, pense que demain on a une ref. De toute façon, ce qui sort aussi de cette FabCon, pour venir là-dessus, c'est que en fait, il y a partout, il y a du Copilot partout. Et dans Fabric, il y en a partout. Donc à partir de là, de mettre ça à partir de la F2, va multiplier les usages et donc la consommation et donc potentiellement l'upscale. Donc sur cette première news, petite annonce. Parce que Mais grosse répercussion. pas de nouvelles fonctionnalités, rien de révolutionnaire. Non, Par contre, on ne l'attendait pas. Nouveaux usages. Ça, pour le coup, l'ouverture complète à toutes les... On s'est pas dit, ça nous paraissait normal que ce soit premium, en fait. Et on s'est pas dit que dès la F2, ce serait dispo. Ça a quand même un gros impact pour nos clients. C'est dur. Ça vient valoriser Ah, c'est Fabric vachement, je pense, d'un point de vue apport. C'est une feature dans toutes les capacités. Donc maintenant, tout le monde a son petit copilot. Il C'est faudra quand même désactiver dans le une peu énorme d'administration au préalable. Potentiellement. une petite annonce produit, une grosse annonce impact utilisateur. On va passer à un deuxième sujet, alors qui est aussi, là on traite les grosses annonces, et celle-là, alors Celle-là, on Amino, l'attendait. non on a dit quoi, c'est Nicolas qui va me faire, le c'est ça, One Lake. Je te le- laisse l'annonce. Donc ça c'est un sujet qui nous tient à cœur parce que quand Fabric est sorti Attends, en mai 2023 a été annoncé, il y avait des slides à l'époque officiels de Microsoft qui disaient One en Security. plus, la vision, c'est One Security. Donc, Ouais. dès la base de toute ta donnée, j'applique des mécanismes de sécurité qui vont s'hériter Qui s'applique en cascade. et qui en cascade jusqu'à mon Power BI. Voilà. Donc, c'est hyper facile de faire de la sécu dans Fabric avec One Security. Et Sauf qu'il y avait le petit coming soon à côté. et depuis Entre 2 ans, parenthèses. ça fait 2 ans depuis l'annonce. Ah. En fait, on n'a jamais eu cette promesse délivrée réellement. Il y avait de la preview. Mais on comprenait aussi. Il y avait de la preview avec les rôles dans le lakehouse. Ah, je rentre dans le détail, mais déjà, il y avait des petites briques dans le lakehouse. Sauf que si on utilisait cette technologie dans le lakehouse, on perdait plein de choses. Enfin, on perdait pas mal de droits, etc. Mais effectivement, il y avait des prémices. Microsoft nous tenait en haleine. Mais on voyait pas la vision C'était One coming Security. One Non. Security. Et Microsoft l'expliquait en disant que c'était compliqué d'implémenter ça au sein des fabriques et de c'est le complexe. faire au sein des technologies et que ça justement que ça soit en Ça soit en cascade derrière. C'est Expliquer, pour c'était moi, pas simple. voilà. C'est le vrai truc extraordinaire dans cette techno. C'est C'est le mec du produit qui avait mis la slide au dernier moment sans prévenir en disant bah, tiens, on Et sur le sortira ça un jour. t'inquiète, c'est comme une Non, mais ça, c'est aussi pour assurer le J'ai client. regardé sur un blog, c'est faisable. Non, mais un roadmap. je pense que vis-à-vis d'un client, il y a toujours l'aspect sécurité qui amène. Quand on vend la capacité, de toute façon, quel que soit le produit, il y a toujours l'aspect sécurité. Et là, niveau sécurité, c'était, en fait, ta sécurité, tu l'as fait pour chaque objet. Bah, Enfin, c'est très homemade. Hein, le côté manuel. ruissellement, le côté, en fait, ta sécurité, tu la mets dès le premier artefact que tu crées. En général, un data lake, un lakehouse, bronze. Et ensuite, ta donnée est sécurisée tout au long de son T'as plus à chemin la refaire à jusqu'au chaque rapport. étape. Donc l'annonce, hein, Nicolas, pour le dire, c'est officiellement l'arrivée de One Lake Security. Ce sera le nom. Voilà, c'était pas One Security, ce sera One Lake Security, on n'était pas loin. Donc l'idée, c'est effectivement, on sécurise. Alors, il y a plusieurs façons de sécuriser, mais disons que celle qui a été surtout démontrée à Las Vegas, c'est par l'UI, donc l'UI, c'est-à-dire très classiquement. C'est ce qu'on voit à l'écran. Voilà, donc exactement. on a une interface qui nous permet. On l'avait celle-ci au déjà. Alors celle-ci existait déjà C'est avec le les One rôles, Lake la Data- création de rôles, Data Access. et on pouvait mettre des rôles, et on mettait des gens dans des rôles, et les rôles permettaient d'accéder à telle ou telle colonne, le CLS, Ouais, ou tel OLS. table et tout. ok. Voilà, et il y avait un peu de RLS. Là, on a quelque chose d'assez bien construit, puisqu'on va l'avoir à la fois sur le Lakehouse, on l'aura aussi sur le Warehouse, mais c'est surtout de se dire que, parce que jusqu'à maintenant, ça ne ruisselait pas, c'est-à-dire qu'on le faisait au niveau du Lakehouse, mais ça restait au niveau du Lakehouse. Là, maintenant, avec le One Lake Security, quand je sécurise une colonne en me disant, le classique, colonne RH, les salaires, cette colonne-là, je ne veux pas qu'elle soit visible autrement qu'aux personnes de la RH, eh bien, je définis une règle qui dit, seules ces personnes-là pourront voir à quelque niveau que ce soit les données de cette colonne, voire même cette colonne. Donc ça va du lakehouse au warehouse et aux différents objets jusqu'au rapport, jusqu'au dashboard, jusqu'à l'application. Donc
tout suit. Donc la sécurité suit Mais la non, donnée. en gros, tu peux surtout, tu mets ton RLS dans ton lakehouse, il arrive en bas. Voilà. C'est ça qui manquait réellement. L'OLS, Voilà. on l'avait, bon, après c'était un peu compliqué, mais le RLS, tu Alors, devais Et l'implémenter surtout, à la fin. pour faire la même chose jusque-là, T'avais réellement, besoin de si tu voulais le plusieurs faire, versions. Ouais. tu avais besoin de PureView avec, je sais pas, les étiquettes Bah, de il y avait sensibilité, les- voilà, il y avait- d'aller taguer et de Oui, dire sauf qu'on n'était celle-là. pas au niveau de la colonne. Enfin, c'était compliqué de l'avoir. L'étiquette Non, mais- était au niveau de l'objet dans Exactement. Fabric. C'est-à-dire que c'était seul le lakehouse avait une étiquette. Après, tu n'avais accès à rien ou à tout. C'est Là, ça. c'est juste la colonne, voir les lignes. Donc ça, c'est super puissant. C'est très détaillé. Et une chose aussi importante, le endpoint derrière le lakehouse, lui aussi est sécurisé. Voilà. Bah, tu as SQL. Et on- Ce qui pourrait paraître logique, mais qui pourrait Voilà. ne pas l'être. Et Ah ouais, on peut aussi sécuriser anti-SQL, si on maîtrise un peu le SQL, un petit peu comme une base de données où on sécurise un peu l'accès aux données. Là aussi, avec du TSQL, on a possibilité, avec des commandes TSQL, de sécuriser grâce au OneLake. Donc, pas obligé de passer à chaque fois par la couche UI. On peut le faire Et directement. en globalement, TSQL. ce qu'ils disent, c'est que peu importe si tu accèdes en SQL, en Spark ou en Direct Lake, Tous les workloads, Tout tous est les workloads sécurisé. Ouais. qui accéderont à cette donnée, qui dépendront de cette donnée, seront sécurisés de la même façon que si on accédait directement au lakehouse. Mais ce qui est super pratique pour mettre à dispo de la donnée à des utilisateurs finaux, on leur dit bah tiens, je t'ai créé ta plateforme de données, je t'ai mis à disposition de la donnée, fais tes rapports. C'est ce que j'ai beaucoup de clients, ils sont Ok. dans la vue self-service. Et C'est derrière, ça. on leur dit bah non, faut leur apprendre à faire du RLS dans Power BI. Oui. Bah, c'est un peu compliqué, compliqué. c'est compliqué. Là, ça simplifie énormément la tâche. C'est tiens, ta donnée elle est à dispo. est-ce Bon, que, tu choix, feras fais du est-ce que report. tu feras du coup toujours du RLS Power BI? Potentiellement oui pour certains besoins où j'ai pas de lakehouse. Par exemple. J'en ai beaucoup. Ouais, quoi. mais si tu as Si. fait les choses correctement, ton fichier il arrive si dans t'es OneLake, full tu fabric, as mis ton RLS dès le début. théoriquement Normalement, tu oui. restes là-dessus. Et puis la centralisation et la gestion quand même au niveau du monitoring, même pour nous les experts, c'est quand même plus simplifié. Mm. Avant, il faut aller au niveau du workspace, rajouter un endroit, redescendre au niveau de chaque item. Ouais. Là, au travers juste d'un repo, tu as la possibilité de gérer. Ouais, et de façon, t'avais vite fait différente, d'avoir un quoi. loupé, en fait, Ouais, aussi ouais. de te dire, tiens, mais à cette étape-là, finalement, vu que j'ai mon RLS à droite, j'avais mis des choses à gauche au milieu, Boum. le lien est pas J'ai pas fait, rebranché. Il n'y a pas de j'ai lien. pas rebranché. Et surtout que la granularité des droits que tu pouvais attribuer aux objets pouvait différer. Or là, de façon centralisée, tu sais quel droit tu donnes, sur quel objet, et en cas de départ, c'est facile aussi d'administrer, donc d'enlever les droits. Donc, je trouve que pour moi, c'est Ce qui serait vraiment intéressant, quelque c'est chose de de très tester ça avec intéressant. les shortcuts aussi. Quand on a de la dépendance avec du shortcut, Ouais. toute une gouvernance via des shortcuts pour dire voilà, tel Mm. workspace, voire même telle capacité à accès à telle donnée d'une autre capacité, ce serait intéressant de voir si vraiment Donc la là, promesse de Microsoft à est l'écran, là. on voit, il y a une vidéo qui tourne sur justement les Oui. les Bon, ça, c'est lui, mécanismes, ouais, ça, c'est donc le- l'interface dédiée qui Voilà. va nous permettre d'administrer, de créer des rôles, qui est assez proche de ce qu'on avait déjà, mais Oui. qui va être optimisé pour cette implication sur OneLake. Et du coup, ce qu'on a aussi, c'est, je crois, le fait de pouvoir tester via les rôles, de voir la donnée à laquelle on a Oui. accès, des choses comme ça. Oui. Enfin, Un peu Ça, la même c'est- expérience que dans Power BI. En fait, on récupère juste, on monte d'un niveau ce que tu avais dans Power BI, et on le monte d'un niveau pour justement, enfin de plusieurs niveaux pour que ça découle. Pour moi, le vrai truc extraordinaire, un truc important, c'est le ruissellement. C'est de se Oui, dire ouais. qu'on le fait en avant et ça passe dans tous les Ouais. niveaux. C'est là où c'est, je pense, très compliqué pour du Microsoft. coup, à faire. c'est une vraie promesse. Ouais. Enfin, C'est une vraie promesse la tenue, vision, elle tenue. était partagée. Tout le monde, quand on parle à un Voilà. DSI, tu dis en fait, tu peux. ou un Tu le fais une CDO, fois et c'est bon. Tu fais une C'est fois et c'est bon. Tu réduis ton risque drastiquement en fait. Hein. Ouais. Ouais. Et là aujourd'hui, on va l'avoir. Et je connais, Voilà. je connais pas tous les outils du marché, mais je suis pas sûr qu'il y ait un C'est autre outil pas, qui le fasse. Mi-avril. Non. C'est vous qui avez préparé. C'est mi-avril, c'est ça Benjamin aujourd'hui, il a C'est décidé de me mi-avril, poser c'est- que c'est- des c'est- questions. non, mais ce c'est matin, mi-avril, j'ai je confirme, foncé c'est Je crois que mi-avril. c'est marqué en preview à partir de c'est mi-avril, si mi-avril. j'arrive à lire à l'envers. Oui, Non, il y a t'es- beaucoup de t'es choses pas qui sur la arrivent. news. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les prochaines semaines. Moi, ce matin, je me suis dit bon, le week-end est passé, on a peut-être eu pas mal de choses. Ce matin, pour l'instant, on avait encore la vieille interface, le preview. Où, voilà, oui, ok, mais ça ne prenait que le lakehouse, ça ruisselait pas encore. Courant Ça- avril. Courant avril, je pense qu'il faut. Mais- Voilà. Disons qu'on attend ça depuis 1 an et demi, on n'est plus à 3 semaines près. Et puis, enfin, encore une fois, si on reprend la philosophie du produit Fabric, qui est l'unification de l'expérience entre toutes ces briques, C'est logique. C'est c'est logique. logique. Et d'ailleurs, pour C'est aller fabrique. plus loin, tu as parlé de Purview et des aspects sécuritaires pour faire un lien. Aujourd'hui, c'est possible aussi de mettre en place tout ce qui est DLP, mais au niveau du temps réel. Dans les annonces, tu veux dire Dans les annonces, oui, Ok. ça en fait Puissant. partie. Donc C'est puissant. DLP, Data Loss Prevention, Prevention. qui est Exactement. une des features qu'on a grâce à PureView, qu'on n'a pas naturellement dans Fabric, si Non. je dis pas de bêtises. Non, non. Et, Ouais, c'est et du coup, donc voilà, quelques annonces en sécu, et merci de rajouter ça à Minou.
Du coup, Aminou, ça va être l'occasion d'enchaîner. Donc ça, c'était la grosse annonce quand même. C'est ce qu'on attendait le plus. Produit, On feature. savait que ça allait arriver, on savait même que c'était pour la Fabcon. Maintenant, faut tester. D'ailleurs, on avait même compris ces derniers mois, années, années, parce que ça fait 2 ans qu'il fallait arrêter de montrer la slide One Security, parce que fallait plus l'appeler comme ça. Fallait plus l'appeler comme ça. On devait pas l'appeler One Security, c'était toujours coming soon, mais le problème, c'est de dire c'est quand. Et je pense que pour beaucoup de clients, c'était important d'avoir cet aspect-là du produit pour pouvoir vraiment y aller. Maintenant, on a le combo AI plus Security, c'est le feu de là, Dieu. on a quelque chose de mature. Aminou, dans les news coup de cœur, tu m'as dit, moi, il y a un truc sur la migration. Je trouve ça incroyable. C'est une super news. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Fais-nous rêver. C'est quoi l'annonce? Pas besoin de vous faire rêver, puisque Microsoft nous fait déjà rêver. Non, mais pour être plus simple, à nous les passionnés et experts de la data, ça fait un moment qu'on attend des accélérateurs de migration. Et de plus en plus, on en a eu dernièrement avec l'accélérateur de migration pour les capacités de PVRC. Et aujourd'hui, on a un nouvel accélérateur. Du coup. Oui. PVRF, pardon. Oui. Et donc maintenant, un nouvel accélérateur de migration qui permet, qui solidifie et qui renforce le lien entre Azure d'une part et Fabric d'autre part. Certains se posent encore la question, c'est que Fabric, c'est l'outil de data d'aujourd'hui et celle de demain. Donc la migration sera plus facilitée à condition d'avoir et pouvoir tester. En quelques clics, l'idée c'est de pouvoir migrer nos assets, nos artefacts dans Synapse Dedicated SQL demain vers Fabric en 3-4 clics. Je grossis un petit peu le trait et je pense à notre ami Michael qui se donnera à cœur joie. L'idée c'est de pouvoir migrer les métadatas dans un premier temps sans les données et puis en fin de chaîne de pouvoir du coup rajouter un copie activité tout en ayant le delta des artefacts à migrer qui nécessiteront du coup une évolution. Et ça, c'est un game changer. Ça, c'est plus du simple clic. Ceux qui se font rêver. C'est bien de le préciser. Ça, c'est un game changer. Tu t'en rends compte? Donc, attends, pour vulgariser un peu, en gros, c'est pour faciliter les migrations Synapse vers Fabric. C'est ça. Ouais. Juste pour être... Mais Synapse Dedicated, pas le serverless. Pour le moment. Oui, pour l'instant. Pas le serverless. De toute façon. Et alors, c'est une news intéressante parce que le positionnement Synapse versus Fabric était pas clair. C'est-à-dire que forcément, quand tu es Microsoft, jusqu'en 2023, tu as dit à tous tes clients, jusqu'à avril 2023, tu as dit à tous tes clients, allez migrer sur Synapse parce que tu étais engagé dessus en tant que roadmap éditeur. Et que du jour au lendemain, on dit, fini, c'est plus Synapse, c'est Fabric, et que tu as des clients qui, en avril, venaient de finir la migration. C'était délicat de dire, on arrête tout, donc on a laissé, et on laisse tourner d'ailleurs. Il n'y a pas de décommissionnement, il n'y a rien, Synapse tourne toujours autant. Et produit ce qu'il devait produire. Et par contre, se pose la question, en effet, à un moment de ce legacy, qui va le devenir pour certains clients qui ont investi assez tôt sur Synapse, c'est est-ce que je dois me taper tout un projet de refonte, etc. Ou est-ce que, comme P2F, c'est assez transparent. Microsoft a plutôt bien fait les choses. Après, l'enjeu était moins grand, on va dire. Pour le coup, on change la direction globalement en termes de capa, mais par contre est-ce que je dois me repayer un projet de migration alors que j'ai déjà beaucoup redéveloppé ou pas, c'est tout le débat. Non, aujourd'hui avec cet outil-là, l'idée est de faciliter et de simplifier la migration. On parle de migration ascendant. La plupart des features existants aujourd'hui dans Synapse Dedicated SQL Pool est repris avec quelques évolutions mineures, d'où l'expertise et le point dont Nicolas tu as insisté d'être accompagné par les experts pour pouvoir du coup gérer ces quelques effets de bord, mais l'objectif étant d'impacter le minimum et au minimum possible la production et de faire la migration en douce. Donc c'est cool. Donc ça, c'est dispo à partir de quand? Ça va être mon running gag. C'est mi-avril du coup parce que c'est marqué dessus. Et je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, ça donne déjà l'idée du next step qui sera ADF. Voilà, parce que ADF est très utilisé encore dans le monde Azure. On fait encore beaucoup d'ADF pour alimenter, aujourd'hui du Fabric, hier du Power BI. Là, l'idée, c'est effectivement de se dire, bon voilà, on va faire un premier lot avec Synapse, demain, ADF, sachant qu'aujourd'hui, on a un workload qui s'appelle ADF Preview, qui permet déjà de superviser nos pipelines ADF à partir de Fabric. Totalement. Donc, next step, je pense qu'effectivement, il y aura la même expérience avec Azure Data Factory, vers Fabric, et donc à voir après si ces solutions-là, qui pour moi vont rester,
Pourquoi ? Parce qu'on peut faire de l'ADF sans faire de fabrique, on peut faire du Synapse sans fabrique. Si la destination de ces outils-là n'est pas nécessairement du Power BI, elles ont toute leur place, et encore une fois, avec un modèle de facturation très Azure, qui plaît aussi à certains clients, plutôt qu'un modèle capacitaire à la sauce fabrique qui va peut-être plaire à d'autres clients qui veulent borner leurs dépenses. Globalement, si je regarde les étapes, c'est la migration des métadatas, la résolution des conflits pour voir où est-ce que est ton écart. Globalement, la copie de données, nécessairement, tu finis par migrer. Et après, Mohamed notamment qui a bossé, et je fais un petit clin d'œil à Mohamed qui nous a aidé à faire un super récap aussi de la FabCon, a été cité la possibilité de mirrorer des tables sans clé primaire. Dis-nous en plus. Ça a à voir ou ça n'a rien à voir? Pour moi, le mirroring sans déplacer, c'est un autre sujet, mais peut-être que... C'est lié à la news sur Postgre. Ouais, alors il y a deux sujets sur le mirroring. Le mirroring des bases de façon générale. C'est une erreur de ma part, les amis. Ça va être condition. Heureusement conçu. Exactement. Et là, tout le monde m'a regardé en mode qu'est-ce qu'il raconte? C'est un rapport avec le mirroring. Non. Mais c'est un bon sujet. Comme vous le savez, il y a toujours beaucoup d'impro dans les têtes dans le cloud. Et des fois, il faudrait qu'on prépare un peu plus. Donc la dernière étape, c'était ce qu'ils appelaient le connection rerouting, du coup, donc reroutage manuel des pipelines et outils de reporting pour pointer vers le warehouse fabrique. C'était les 4 étapes de migration, du coup, une fois qu'on aura cet accélérateur. Du coup, donc j'ai dit une bêtise, je m'en excuse. Donc, belle annonce, important. Alors, moi, j'ai toujours un petit clin d'œil, ça me rappelle une vieille annonce qu'il y avait eu à l'époque. Il y avait un outil de migration de n'importe quel entrepôt de données qui avait été annoncé sur Synapse. Le rêve de tout intégrateur qui s'appelait Synapse Passway. Ils avaient annoncé un truc comme ça et ils te disaient que facilement du Oracle ou je sais pas quoi, on allait pouvoir les migrer. Le truc n'est jamais sorti. On va passer à un peu news côté Power BI. Merci Aminou. Ah oui, c'est moi. Benjamin, est-ce que tu peux nous faire un petit récap? Alors on aura d'autres choses à voir sur la partie fabrique plus largement, mais comme d'habitude, c'est aussi les annonces de avril, du coup, qui sont sorties sur Power BI. J'ai un peu pris des trucs dedans. Et ça a été repris à la FabCon aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Il y a beaucoup de choses. Déjà, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un patch note aussi long. De ces derniers temps, c'était un peu plus rapide. J'en ai gardé 4. 2 qui sont des petits coups de cœur pour moi et 2 qui sont peut-être un peu plus game changer si on réutilise ce mot. La première, c'est un usage que j'ai chez mes clients. Power BI peut exporter son rapport en PowerPoint. Ok, soit. Ok. Déjà le cas. Mais on ne peut pas mettre de petits commentaires, de petites annotations. Et souvent, on me disait, mais comment je fais si je veux annoter Parce que le but du PowerPoint, c'est de faire une restitution, une analyse, peut-être un peu plus manuelle. Là, tu parles pas de l'embedded, tu parles des screenshots figés que ça crée. Screenshots figés, mais il faudrait valider, je pense, pas côté embedded, parce que ça reste en côté embedded, c'est le rapport en tant que tel. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est le côté figé, et donc on aurait une possibilité maintenant intégrée à l'intérieur, où on appuie sur les 3 petits points, et on peut ajouter une annotation. Et alors ça paraît de rien, mais j'ai beaucoup de clients qui en fait repassaient sur leur PowerPoint, rajoutaient des petits encarts de texte par-ci, par-là, pour que ça en fasse une vraie présentation. Ah oui, tu le ferais comment du coup? À quel moment tu fais ces trucs? Dans ton PowerPoint maintenant, mais tu as la possibilité de le faire directement intégré dans ton Power BI. Dans ton Power BI, quand tu revois la capture. Ouais, dans ton tu pourrais Power très bien BI, rajouter par-dessus. Tu prépares le fait que tu vas avoir un export. Non, ton Power BI, tu l'exportes en PowerPoint. Ouais, d'accord. Une fois que tu es à l'intérieur, tu pourras annoter par exemple une des lignes. Voilà, on clique sur visuel, il est sélectionné, et là, tu as annoté, et là, tu peux cliquer dessus, et là, tu as une notation. On va tester plusieurs visuels pour voir tout ce que tu peux annoter. Ce qui voudrait dire que tu n'as plus une espèce d'image brute, figée, etc., mais tu as plutôt des objets dans un screenshot que tu peux détailler. Pas mal, hein? Je sais pas comment ils vont gérer ça, mais... je sais pas, mais en tout cas, à tester, parce que c'est une petite news, mais mine de rien, pour l'usage, ça doit être sympa à développer, ça. Est-ce qu'on est toujours bloqué par la première page quand tu fais l'export PowerPoint de mémoire? Tu avais le slide officiel Microsoft. Ah oui, non, maintenant, tu peux personnaliser ta première page. La première page où il y avait l'écran tout noir. C'est toujours le cas ou pas? Je sais plus. Maintenant, je l'ai pas exporté comme ça. Alors, maintenant, je vais retester pour tester mais ce qui est possible de faire, c'est carrément de faire embedded le visuel lui-même. Oui. Et ça, je trouve ça vachement plus puissant que de dire j'exporte tout en PowerPoint. Oui, en fait, j'ai déjà mon PowerPoint et je veux juste à certains endroits mettre le petit visuel, même le petit visuel qui va bien. Et là, à partir du visuel, tu peux l'embedder au niveau du visuel. Les 3 petits points sur le visuel, boum, embedé et il est dynamique. Et boum, c'est directement embedé. Donc, c'est même mieux aujourd'hui que effectivement on peut faire. C'est 2 usages. Ça, je pense que c'est sous-utilisé.
En Bah, vrai, ça dépend, moi j'ai des clients chez qui je le pousse beaucoup Ouais. et en fait on Ouais. se rend compte que ça tient bien la route en plus. Ouais. non, mais je suis pas Ouais. sûr que tu vois, parce qu'on le fait beaucoup côté Change Power BI, mais je suis pas sûr qu'on le fasse assez côté Change Office, façon de parler, PowerPoint, de dire, et vous Ouais. savez que dans PowerPoint aujourd'hui, et de montrer comment tu peux On est rapatrier bien tes loin rapports, du juste etc. PowerPoint que tu as cité au début. Le PowerPoint, Exactement. maintenant, tu peux embedder juste la page ou même un seul visuel. Ouais. Et donc là, maintenant, avec la notation, c'est encore un pas de plus. Ouais, donc tu peux vers avoir un peu de l'intégration, texte dans ton slide et avoir dynamiquement directement Tu le le prépares pas au préalable. Dans Et tu ton cliques Power dessus, BI. drill down, machin. Mais et donc, ça, tu c'était pourras la- pas demander à Copilot de faire ce boulot-là à terme? d'aller appeler Sûrement. le bon J'ai envie de te visuel. dire oui. je Bah me oui. demande si c'est pas dans la roadmap quelque part. Donc ça c'était la première petite news. La deuxième, il existe depuis quelques temps. Alors c'est toujours, je sais plus si c'est encore en preview même tout à fait. Et ça, alors, c'est plus ça va plus être en preview d'ailleurs, je l'ai lu. Dans Power BI Online, tu peux modifier en direct tes modèles sémantiques. Chose qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire qu'avant, tu récupérais ta donnée dans Power BI Desktop, tu avais ton modèle de données dans Power BI Desktop, tu le faisais dans Power BI Desktop, ton modèle, et tu publiais. Point. Est arrivée la possibilité, si on l'activait dans le panneau d'administration, parce que c'était pas obligatoire, et si on l'activait au niveau du rapport dans l'espace de travail, de dire ce rapport, je veux autoriser la modification du modèle sémantique directement en online. Ce qui pouvait être intéressant, je le vois pour des. Moi, j'en ai eu des fois des besoins où il y a un petit souci de clé ou quelque chose comme ça, et que je vais le modifier directement pour le tester en online, mais je pourrais le faire aussi bien en local. Ça, c'était pratique, mais ça s'arrêtait là. Là, on va un petit peu plus loin. Cette modification du jeu de données va maintenant être versionnée. Ça, c'est important. Parce qu'avant, tu faisais une modif sur le dataset en online, tu te ratais, tu faisais quoi ou qu'est, c'était fin de tournage. C'était bon, bah voilà, bah désolé, j'espère que tu as ta version en local parce qu'il faut la republier, quoi. Ce qui n'est plus le cas. Donc maintenant, on va avoir toujours cette possibilité de modifier en online. Attention, elle va passer en activé par défaut. Ça, c'est mon warning que j'ai mis. Attention, danger pour la gouvernance. Parce que derrière, on va avoir cette problématique où est-ce que je veux que tous mes utilisateurs finaux soient en capacité de modifier leur dataset en online? Pas sûr. Pas forcément. Donc ça va devenir activé par défaut, donc il faudra aussi l'avoir en tête pour tout ce qui va être gouvernance, pour potentiellement le désactiver. Et derrière, ça sera versionné et on pourra revenir à des modifications au préalable. Je trouve ça intéressant, ça va changer les usages, on sent que ça pousse de plus en plus à sortir du Power BI Desktop, même si pour l'instant, le Power BI Desktop reste totalement viable encore, mais on a de plus en plus de fonctionnalités en online. Il y a eu un petit poisson d'avril, d'ailleurs, certains se sont fait avoir. Ah oui, sur la Sur la suppression fin du du Power BI desktop. Exactement, qui a Je bien l'ai vu tourné. passer. Qui a bien tourné. Bravo à celui qui l'a fait. Je sais plus qui l'avait publié, mais. Mais c'était pas mal. J'avoue qu'à mon œil, je me suis dit, quand même, ils Je me auraient. suis dit, quand c'est même- pas sec quand même. C'est tombé bien vu que la Fabcon était au 1er avril, effectivement. Ce qui était assez dangereux pour Après, Ouais, ce qui sera une vraie info certainement un jour, hein, on l'attend. Non, mais celle-là. ça sera. Non, demain, ça sera juste. En fait, les deux fonctionnent pareil. C'est ça. Ouais, pour Et moi, donc, ouais. troisième petite fonctionnalité, on a l'intégration de Notebook directement dans Power BI Desktop. Ouais. Alors, moi, je suis pas Pourquoi développeur Python. Pourquoi Je suis pas développeur Python, donc moi, j'aurais pas cet usage, par exemple. Par contre, j'ai déjà remarqué que 2 notebooks préformatés, il y a des notebooks préformatés qui sont mis à disposition, qui sont des notebooks tout faits, qu'on peut appliquer sur notre jeu de données. Alors, pour faire quoi? J'en ai trouvé 2 qui sont intéressants. On a le fameux Best Practice Analyzer qu'on utilisait via des outils externes comme Query Editor. Tabular Editor. Tabular Editor, c'est ça. merci. Qu'il fallait activer, installer en C#. Alors, il y avait tout un petit truc un peu compliqué. Maintenant, on a un notebook de Best Practice Analyzer qu'on peut lancer sur notre modèle de données qui va nous dire voilà ce qui va, voilà ce qui va pas. Ça, c'est cool. Et on peut aller plus loin. On a un nouveau aussi qui s'appelle le Memory Analyzer qui, lui, va travailler plus sur le modèle en tant que tel. Attention, peut-être souci de clés primaires, clés étrangères, de typage, de stockage. Voilà, il fait tant de taille. Ta colonne, elle fait telle taille, c'est peut-être un peu gros. Voilà, des choses comme ça. 2 outils, donc, d'analyse de performance de ton rapport, de bonnes pratiques, qui sont les bienvenus, vraiment, et qui, en fait, sont d'un coup intégrés à un Power BI Desktop, alors qu'avant, c'était des outils externes développés par des éditeurs tierces. Ouais. Et les développeurs avaient beaucoup de mal à les utiliser. Surtout, il y a beaucoup de boîtes qui les interdisaient, parce que c'est des outils à installer en tant que tels, et c'est pas brandé Microsoft. Moi, j'ai vu quand même
certains clients chez qui c'était installé, mais tu as quand même 2 outils. Tu as DAX Studio d'une part et éditeur de l'autre Tabular. part qui est Ouais, encore ça, c'est pour des utilisateurs un peu plus avancés quand même. Hein. Voilà. Mais pour les développeurs, et où je te rejoins, mais complètement, aujourd'hui, un simple développeur a la possibilité, juste en quelques clics, de voir d'analyser son travail. Comment est-ce qu'elle fait pour améliorer la qualité sans pour autant. Donc l'annonce est double. C'est l'arrivée des notebooks, mais aussi surtout intégrer nativement d'outils qui permettent qui étaient associés. On ne sait pas d'où ils viennent ces notebooks, mais ils ont été développés par quelqu'un, je pense. Mais même plus loin. Moi, en gouvernance, je travaille beaucoup sur la mise à disposition de bonnes pratiques à utilisateurs finaux. Ouais. Demain, on mettra peut-être à disposition un notebook. Okay. Voilà. Ouais. Ils auront un run, ils diront ah bon, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va pas. Mais ça va dans le sens. Alors, il y avait des news, le versionning, on en avait déjà parlé. Ça va dans le sens de est-ce que demain on appellera quelqu'un développe sur Power BI. Et je trouve que ça va dans le sens, effectivement, de plus en plus à faire un outil de développeur et pas simplement un outil de. Ça reste le fameux débat, est-ce qu'on est développeur Power BI ? Là, clairement, Microsoft, avec ces annonces-là, clairement, c'est que des annonces de dev. Elle pousse l'industrialisation de l'outil, sachant que le fait de travailler de façon plus simple, peut-être, est toujours possible. Mais un utilisateur qui veut professionnaliser son travail, qui veut être plus carré, aura les outils pour. Voilà. Les outils simples d'accès, au contraire, où avant, il fallait faire des pieds et des mains. Moi, j'attends toujours mon petit bouton commit, Microsoft. Dans Power BI Desktop, le petit bouton commit. Aaron, si tu nous entends. On sait qui nous regarde. Ouais, on sait. On sait qui nous regarde. Pas encore, mais on n'est pas loin là. On sent que les trucs. Et dernière petite news, juste pour moi, pour me faire plaisir. On peut maintenant, dans la vue données de Power BI, donc dans les icônes de la gauche, il y a la vue rapport, la vue données, la vue modèle. Dans la vue données, on peut copier-coller une valeur. Avant, en fait, ça affiche toutes les données de ton dataset. Ouais. Avant, on copiait soit toute la table, soit toute la table, et maintenant, on peut copier une valeur. Ça a l'air de rien, mais quand tu as une problématique, moi j'ai ça chez les clients, les chiffres sont faux. Ouais. On fait le filtrage avec cette vue-là, hop, on a isolé la ligne. Et maintenant, imagine, c'est un SKU qui est, je sais pas, de 6 pieds de long, parce que c'est un produit très spécifique, faut tout le retaper. Là, tu fais cliquer, copier. Alors, ça coûte rien, moi, ça me fait rêver. Moi j'adore ces petites news. Moi j'adore ça. C'est les meilleurs des fois. C'est le petit truc qui fait que il nous simplifie la vie. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est un vrai usage que j'ai tout le temps en fait. C'est une tannée. Et avant, ce que je faisais, j'allais dans Power Query, je faisais la même chose, et là dans Power Query, quand tu cliquais, tu avais la possibilité de copier-coller en bas. C'est ça. Oui. Donc là, j'ai une autre façon. Je faisais pareil. Voilà, c'était mes petites news. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y en a beaucoup avec Copilot à regarder. Ce qu'il faut savoir, c'est quand Benjamin m'a dit j'ai des news Power BI, il a commencé par celle-là. Il m'a dit j'ai un truc. Je vous le dis, c'est trop bien. Ouais, security, c'est cool, mais alors là, les gars, ça sert à rien de sortir de l'IA, des trucs comme ça. Sortez-lui des petites maniques comme ça, il est très content. Et par contre, ce que tu dis est intéressant pour toute la partie IA. Je les ai pas. On aurait pu faire 10 news que là-dessus sur l'augmentation et le perfectionnement de l'intégration de Copilot avec Power BI Desktop pour le développement en DAX, toutes ces choses-là. Ils poussent encore le curseur beaucoup plus loin. Pour que ce soit plus pointu, plus performant. Donc, la grande question, tu l'utilises ? Non. Par contre, le copier, il va le faire. Maintenant, on va l'avoir surtout. Non, mais moi je l'utilise pas. Sauf que je suis forcé à l'utiliser, car quand je vais chez mes clients, j'ai un client chez qui j'interviens une fois par semaine, et que je dépanne des gens, entre la semaine, eux, ils ont changé tout le code parce qu'ils ont tout trouvé sur Copilot ou ChatGPT. Et là, d'un coup, je suis en mode... Okay. Et je sais que c'est pas eux quand il y a marqué evaluate en haut ou les trucs comme ça. Donc moi non, parce que peut-être que je sais faire. Par contre, mes utilisateurs finaux que je forme à développer énormément. Donc par la force des choses, oui, je vais l'utiliser. Et puis c'est surtout qu'on se laisse pas tourner une F64 juste pour faire joujou en interne. Donc c'est plutôt chez les clients qu'on vient découvrir certaines features. On va passer à une petite news avec toi, Aminou, sur. Tu me dis ça, c'est intéressant sur Spark. Ouais. Alors depuis le lancement de Fabric, nous avons vu, on va dire, 2 modalités de facturation. La réservation d'une part et d'autre part le PS Hugo, de façon générale sur le produit. Et là, Microsoft nous a annoncé récemment un petit changement de paradigme ou pas, ça dépend de la connaissance de l'éditeur. Désormais, sur la partie Spark, uniquement, il y a la possibilité de passer sur du PS Hugo, ce qui n'était pas le cas avant. Sur la partie Spark. Que sur la partie Spark avec les notebooks. Avant, on n'était que sur l'un ou l'autre, mais fait un mélange. Non, on n'était que sur de la facturation sur la capacité. Ça veut dire que c'est que ce petit truc que tu pourrais sortir. Exactement. Donc maintenant, tu peux décider uniquement sur mes notebooks Spark, je paye,
à l'usage. Pour pas que ça empiète sur la capa. Exactement. C'est un PSUGO dédié au Motor Ça Spark. veut dire que ça consomme un peu, ça, non? Alors, ça permet de suivre sa consommation quasiment de façon précise sur l'item, mais aussi d'être sûr et de se rassurer que côté reporting, les utilisateurs finaux pour la prod, ne sont pas impactés. je trouve ça génial. Ouais, pour oui. moi, c'est peut-être une des news les plus intéressantes en termes de production. Exactement. Dire, ouais, je suis pas limité par ma capa. Bon, je pense Je suis obligé de passer sur une 128 ou une 256 et doubler en fait parce que j'ai ça, c'est intéressant. et parce que j'ai un notebook de production qui me prend beaucoup de temps et on en a de plus en plus. Donc c'est une vraie belle ça va avance. un peu contre la philosophie justement de fabrique. du forfait capacitaire, etc. On est d'accord. Oui, mais là, je pense que la Microsoft a fait un état des lieux. Il y a eu beaucoup de soucis. Il y a eu beaucoup de questions de la part des clients sur la partie Motor Spark. On a eu les search maintenant, ça y est, on a tout un ensemble de searching qui permet de limiter, de dire voilà. Alors ça va être de plus en plus détaillé, on le sait un petit peu, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire ces notebooks-là, on va les laisser tourner. Par contre, les autres, tu les kills si on en arrive, je sais pas, à 75-80% de la capa. Ça va être un peu ce genre de paramétrage. Là, avec ça, c'est de se dire, c'est l'effet inverse. C'est si j'ai mon notebook qui prend énormément de capa et que j'ai pas envie de bouffer ma capa pour ce truc-là, je peux l'avoir en PSUGO à part, me le payer en plus. Et ça m'évite de faire un doublon en passant de F64 à F128, qui est quand même un sacré coup, sachant qu'après, derrière, il faut revenir en arrière. Et pourquoi tu ne prendrais pas une capa dédiée? C'est l'autoscale. Pour ton notebook? Tu peux. Tu pourrais. Maintenant, en termes de gouvernance, tu vas avoir des capacités un peu dans tous les sens, avec des notebooks qui tournent dans tous les sens. Bon, ça revient au même. Ça complexifie. Enfin, pour le coup, je vois que ça a l'air de vous parler, donc c'est un vrai besoin que j'ai peut-être pas identifié. Pour moi, c'est un vrai besoin dans le sens où on a besoin d'avoir plus de granularité en termes de suivi, et même d'augmentation. C'était toujours un peu dommageable, et encore une fois, aujourd'hui, à l'instant où on parle, quand on n'a pas ça, il suffit qu'il y ait un notebook qui tourne un peu trop longtemps, boum, on arrive au bout de la capa, on a des messages d'erreur, on peut plus rien faire. Enfin, ça devient très embêtant pour les utilisateurs. Là, on se dit, alors après, il y a des limites, on peut mettre des limites, etc., en termes de cost. On peut vraiment, bien sûr, éviter quand même que le truc explose. Bien sûr. Mais le fait de se dire, parce qu'on a un ou plusieurs notebooks qui consomment beaucoup, pourquoi on pénaliserait l'ensemble des utilisateurs, soit en bloquant parce qu'on est sur une F64, par exemple, ou en 2, soit en doublant directement notre coût de capacité, alors qu'en fait, on est sur des notebooks qui tournent peut-être à un moment donné, qui n'ont pas besoin après. Donc, on pourrait faire de l'autoscale sur la capacité, mais c'est beaucoup plus lourd que là, faire un autoscale sur du Motor Spark. Je pense vois l'enjeu sur l'autoscale, notamment quand tu commences à aller sur de la grosse capa. T'as un effet de seuil qui est monstrueux, c'est que tu doubles. Si tu te mettais en autoscale, t'es en S64, s'il te manque un petit 10% de perf, on va dire, pour traiter ton notebook. Si après, on avait l'autoscale, c'est comme le burst, mais le burst nécessite derrière du smooth, et donc derrière, de toute façon, ça impacte. Alors du coup, si tu avais l'autoscale, tu passerais momentanément sur une F128 qui est surdimensionnée par rapport à ton besoin, qui est peut-être d'aller chercher quelques CU supplémentaires. C'est ça. Et ça te permet de... Là, c'est plus granulaire, en fait. C'est de se dire, plutôt que de dire, en gros, soit on te fait du burst, à ce moment-là, tu es limité aux 300% qu'on connaît au niveau du burst, mais ça veut dire que derrière, il faut du smooth. Ça veut dire que derrière, il faut... Non, mais je rentre dans la technique, mais il faut des périodes de smooth. En plus, c'est du back, donc il faut, je crois, quelque chose comme 24 heures de smooth derrière. Enfin, on est sur des choses qui peuvent être des fois assez contraignantes. Là, on assouplit les choses en disant, pour les consommateurs de Motor Spark, il y a moyen de... Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne feature. Maintenant, c'est clair que par rapport au paradigme initial qui est de dire, on a une capacité avec les différentes expériences et pour une seule facturation. D'ailleurs, j'ai eu cet échange avec Mohamed lors de la préparation. Merci Mohamed. Sur ce sujet-là, ça change. Il y a un truc. C'est quand même c'est une feature qui est là pour un constat qui est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui, en tout cas, qui correspond pas exactement en termes de licensing pour cette partie-là. Ça montre un peu de flexibilité. Enfin, ça, je le conçois, c'est que autant le modèle capacitaire est rassurant pour les achats, autant il peut faire peur d'un point de vue perf, c'est que tu n'as pas envie que ta prod tombe pour n'importe quelle raison. Pour la prod, donc il y avait eu le sujet de la priorisation des assets à un moment là, qui avait été évoqué, mais tu as maintenant aussi le fait de faire du dédié sur certains sujets où tu es prêt à absorber la charge, le coût, pour pas que le reste tombe. C'est quoi, c'est un asset Azure à acheter encore une... Enfin, genre, c'est dans Azure à acheter Non, c'est dans le...
C'est dans les paramétrages? C'est dans les paramétrages lors de la. En fait, tu es dans configuration Azure facture. derrière. Ouais. Donc en fait, ça change Non, mais rien. ça aurait Tu pu lis être un juste nouveau cette truc que tu partie-là. achètes qui s'appelle Spark dans Azure et qui est Non, une non, ligne en dessous de c'est ton dans- fabrique. c'est dans les Non, non, paramétrages. c'est dans les Après, il faut voir paramétrages. comment au niveau du pay-as-you-go ça se se facture. répartit, J'imagine ouais. que ça se facture derrière, mais Donc ça, c'était le petit sujet donc on appelle Autoscale Billing pour la partie Spark du coup. Intéressant pour les enjeux de production. On a un autre sujet, j'enchaîne. Je vois le compteur qui tourne, mais on a encore le temps. plein de choses à dire Nicolas, tu voulais me parler des User Data Functions, qui est Oui. quelque chose qu'on avait déjà évoqué, c'est ça. qui a été ramené. Là, du maintenant, coup, c'est en public conférence. preview. C'est en public preview. Voilà, donc on va enfin pouvoir le tester. Rappelle-nous ce que c'est. Alors, c'est une interface, donc c'est full cloud, hein, donc c'est uniquement par l'interface web. Donc, on a la possibilité d'avoir cette nouvelle, on va dire, ce nouvel item hein, qui va nous permettre de créer des fonctions, donc les user data functions, donc des fonctions pour les utilisateurs de données. Et ces fonctions, alors, il y a une finalité qui est intéressante. On avait parlé des Transanalyticals, qui permettent justement d'utiliser ces fonctions dans du Power BI pour écrire dans de la base de données, par exemple. Donc, pour moi, c'est la première brique de ce qui va être effectivement la possibilité, à partir de Power BI, de faire de l'écriture dans de la base de données. Donc, on a les SQL Database, hein, ça fait un peu rire au début. Mais finalement, c'est pas si bête que ça, parce qu'on va pouvoir faire peut-être du transactionnel avec du Power BI grâce justement à ces UDF, comme on les appelle, les User Data Functions. Et donc, c'est du code, d'accord, avec... Alors, c'est du langage, voilà, hein, un petit C'est peu... quoi comme langage? Python, je pense. non Python, on est dans du Python. Support de Avec- Python voilà. 3.11 et c'est ça. librairie Py. C'est une librairie. PyPy. C'est ça, c'est une librairie PyPy. spécifique qui permet d'utiliser des fonctions PyPy. qui permettent de créer justement ces fonctions, enfin, d'avoir des fonctions personnalisées et qui vont permettre, par exemple, de dire. Alors, on a eu pas mal de choses sur l'écriture dans la base de données, mais peut-être pas que. On verra un petit peu l'étendue des C'est fonctions. quoi les autres cas d'usage? Parce que celui-là, il est très clair. Oui. Écriture en base de données, tu ferais quoi d'autre, par exemple? Écriture en base de données. Ouais. Après, Non, mais et pour bon, moi, c'est vraiment la killer, le killer usage, on va dire. Après, il y a sûrement d'autres choses qu'on va pouvoir faire avec. Parce qu'en fait, on va pouvoir les appeler non pas que par rapport à Power BI, mais on va pouvoir l'appeler même, je crois, Ouais, si j'ai bien depuis lu la l'externe, news, en c'est ça. endpoints. ouais, donc, depuis VS Code, tu vas pouvoir. Voilà, même dans VS Code. Donc, on imagine, on est encore une fois dans une plateforme de développement de plus en plus. Et ça le montre. C'est de mettre à disposition comme ça des fonctions réutilisables. Vous connaissez tous le principe de la fonction. On la crée une fois et après, on la réutilise. Alors, Bon, ce qui est intéressant, c'est ça. Moi, je vois Enfin, pas l'usage avec Power BI par contre encore. voilà, Parce que je vois pas comment tu peux écrire avec Power BI vu que Power BI lit déjà des choses. Eh ben, il y a des démos C'est qui ont ça été que faites faudrait où que en je- fait on a des zones texte, on a des petites réglettes. où on C'est règle genre des trucs. un nouveau visuel quoi. Oui, il y a Ok, un ok. visuel et derrière ça Bah, appelle la fonction. ouais, ou parce un que j'ai pas de ou un visuel, moi, dans En ma fait, tête. par exemple, c'est dans les. Comment dire, l'exemple qui est montré sur la saisie en base, c'est tu as un bouton. T'as un bouton. Ouais. Donc, c'est pas tellement un visuel, tu vas faire un petit bouton et le bouton, il va appeler la fonction. Donc, il Tu va vas dire aller à chaque fois que mais tu il va- cliques sur le voilà. bouton, globalement, Ok, ça te permet. Ça fait tel truc. Exactement. Donc, Et la ça peut être une fonction, textbox. Tu fais une textbox et ta textbox, elle va appeler la fonction Ok, derrière ok, ok. pour faire. Et la Telle fonction action. rappelle des C'est éléments de ton visuel. Donc elle est C'est ça. capable de récupérer des éléments de ton visuel, d'où certaines fonctions qui sont intéressantes dans les user data functions. Et ces fonctions-là, après, quand elles vont utiliser ces données qui sont dans tes cases ou tes réglettes, hein, on a les réglettes, vous savez, pour Pour le mettre forecast. plus ou moins, etc. Et ben vont récupérer ces données et vont ensuite faire des requêtes dans la base à partir de ces paramètres. On peut imaginer comme ça des trucs en disant, bah voilà, on avait vu dans la démo, hein, on avait un tableau avec oui, non, je sais plus, ou failed, ou etc. Et on saisissait les éléments, et puis on disait oui ou non, et hop, tac, on cliquait sur OK, et du coup, on avait les oui, non qui apparaissaient dans le tableau. Le tableau étant dans Power BI. Ok. Donc, encore une fois, c'est un use case qui nous a fait un peu l'effet waouh, sachant Ouais. qu'on l'attendait plus du tout, et ça a été annoncé, enfin, ça avait été annoncé en fin d'année, début d'année. Mais là, on voit bien que maintenant que les user data functions sont en place, première brique, on va commencer à regarder un petit peu derrière ce qu'on peut faire d'autre que justement utiliser Après, ça tu dans vois, le moi, projet. je vois un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est le côté réutilisable. Tu peux imaginer Clairement. faire une bibliothèque d'assets, tu as trouvé des belles fonctions que tu puisses Des vraiment belles- jolies gagner du temps, fonctions. jolies fonctions, je la repasse, etc. Après, t'as l'impression qu'on va revivre les grandes époques du visuel custom. Non. Tu vois, celle où on pensait que Power BI il pouvait tout faire en custom et qu'on faisait des apps dans du Power BI. Bah là, c'est vraiment, ça te permet de faire de l'app dans du Power BI. Donc à un moment, j'ai peur qu'on se retrouve aussi Oui, avec sachant des que Power Apps, mastodontes c'est- qu'on crée ouais. chez les clients parce que tu as des codeurs fous là, qui sont arrivés et qui ont recréé les trucs et que ce soit un débuggable ou trop lourd, etc.
C'est le petit risque que je vois pour rappelant l'époque où tout le monde était parti à fond sur le custom parce que c'était nouveau. Et du coup, on s'est retrouvé à faire du custom des fois pour tout et n'importe quoi. Et Moi, l'autre truc que je vois, c'est... alors, on sait que Power BI, il y a Power dedans, donc Power Platform. C'est peut-être aussi de couper le cordon entre Power BI et Power Platform. Puisque Non, on veut pas. aujourd'hui, on les aime. Si on veut faire la même chose que je viens de vous dire là, créer des trucs et voilà, que ça mette à jour, on utilise le visuel Power Apps avec du Power Automate derrière qui rafraîchit le modèle sémantique, etc. Ouais. Et là, en fait, on se dit, on n'a plus besoin de tout ça puisqu'on va pouvoir le faire sans. Donc voilà, bien encore une fois, je pense qu'il y a d'autres use cases aujourd'hui qu'on n'imagine pas encore qui vont pouvoir être faisables, réalisables avec ces user data functions qui... Ouais, en fait, on est de plus en plus sur une plateforme de développement et je pense que Microsoft pousse à ça de plus en plus. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a deux autres éléments qu'on n'a pas encore évoqués et qui vont dans ce sens-là. La paramétrisation au niveau des pipelines ADF qui n'était pas présent et qui aujourd'hui était très demandé. L'impact, c'est que hier, pour faire des copies activités sur 10 sources, j'étais obligé de créer 10 copies activités. Donc, avec la paramétrisation, j'en ai plus besoin. Les variables libraries. Exactement. Le variable libraries qui va être au niveau du workspace. Ce qui permet aussi workspace. d'avoir une capacité qui tourne moins fort parce qu'en fait, si tu as fait un pipeline comme il faut, c'est propre et tout. C'est un truc, moi quand j'ai vu ça, je dis mais pourquoi ça n'existait pas avant? Enfin, je veux dire, donc là oui, on est passé sur le sujet des librairies de paramètres, de variables, on appelle variables libraries. C'est en gros, au niveau d'un workspace, on va pouvoir mettre des variables, un peu comme on l'a dans ADF, et ces variables vont pouvoir être réutilisées dans des pipelines ADF, normalement dans des data flows. Enfin, l'idée, c'est que ce soit utilisable même dans les notebooks. Donc, on va avoir une variable qui va être, par exemple, variable base de données de développement. Donc, c'est le lien vers la base de données de développement. C'est le endpoint de la base de données de développement qui va rester, et donc on pourra l'utiliser partout au niveau du... On le voit à l'écran, là. Voilà, exactement. Et il y a aussi un autre sujet là par rapport aux variables dont tu évoques, c'est plutôt la possibilité du coup de variabiliser les paramètres d'environnement qui faciliteront du coup le déploiement pour du multi-tenant. Oui. Et ça, moi, j'en vois un grand usage pour un certain nombre de nos clients. Donc, oui, pas mal de sujets de débat là-dessus. J'ai deux doigts de sortir de mon là. Parce que si t'en sors un, faut faire quand même, faut en sortir 10. On n'a pas le droit de citer, on peut penser fortement à nos clients, mais on ne peut pas les nommer. Voilà. Après, il y a plein d'autres fonctionnalités. Il y a les paramètres. Allez-y, là, on est dans la minute vrac. Il y a le CLI aussi, les command light. Donc, c'est ça, moi, je peux faire un copier-coller. Les variables libraries, du coup, l'arrivée du CLI. CLI, le command line interface. En fait, on peut faire ça. Alors, moi, ce que je trouve super intéressant avec ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir scripter des trucs qui avant nous prenaient une plombe. Exemple, tu as 30 workspace, tu veux le mettre d'une capa à une autre, et bah tu es obligé de le faire à la main aujourd'hui ou de passer par l'API. Là, le CLI te permet, par des lignes de code, tac, tac, tu scriptes le truc vite fait. En 5 minutes, tu les balances. Voilà. Supprimer des workspaces en série. Et ça, c'est directement accessible dans Fabric, c'est une brique à part entière. Oui, c'est un peu comme ce qu'on a avec Azure CLI. C'est censé. Attendons d'abord voir l'arrivée, pouvoir les tester. Je pensais bien vrai. En preview Q1 2025. Il ne faudra pas faire de bêtises parce que là, c'est le genre de truc où on tape le truc, efface tous les workspaces, tac. On a la rétention, mais bon. Mais c'est très bien tous ces trucs-là qui sortent. Mais très surprenant le CLI. Dans les choses qu'on n'a pas traitées, il y a des nouvelles sources côté mirroring avec PostgreSQL. PostgreSQL, c'est ça. Et la grosse annonce côté... Non, c'est ça. C'est déjà énorme. Oui, par contre, moi, je reste toujours sur ma fin. J'ai évoqué ce sujet ce matin avec toi, Kevin, je pense. Oui, non, mais j'attends toujours le mirroring avec SQL Server. On a pas mal les bons nombres de nos shortcuts d'ailleurs. Ou le shortcut. Oui, enfin voilà. La liaison. Oui, on n'a plus besoin de développer des pipelines pour ça. Après, tu as l'open mirroring. Donc potentiellement, payant. Qui peut être payant. L'open mirroring n'est pas gratuit. Ah ouais, c'est développé par des partenaires et après ils revendent. Non, mais par contre, ça laisse la possibilité à chacun d'entre nous, depuis la base qu'il maîtrise, de faire son mirroring. Après, c'est plus embêtant parce que tu te le customises alors que SQL Server on devrait l'avoir en natif. Ça nécessite du taf. L'open mirroring c'est pas juste quelques boutons. C'est un SDK. Certains le rendront payant, on est d'accord. C'est ce qui se passe déjà avec SAP. Voilà. Et mais du coup après ça sera officiel. Enfin why not à la largeur si c'est bien fait. De la part de Microsoft. Mais par contre le SQL Server qui est de la maison, on espère bien que le shortcut comme le mirroring puisse arriver. On l'a pas encore. C'est dans la roadmap. Même le on-prem c'est dans la roadmap maintenant. Bon, il y a des priorités. Moi, je préfère le One Link Security d'abord et puis après le mirroring. Bon.
Vous voulez qu'ils sortent ça à la place de mon copier-coller? Ah, clairement, si Non. tu dois. Tu vois, non. Dans les petites Avec notes, les collés, j'avais quelques améliorations côté real-time. Du coup, Voilà. voilà. GA de la partie Fabric Events, apparemment. Et après, prise en charge de Microsoft Entra ID pour les endpoints d'Event Stream. Bon, pas mal de petites annonces de sécurité sur le mirroring aussi, par rapport à SQL derrière du pare-feu, des choses comme ça. Globalement, on va pouvoir mirrorer et intégrer des systèmes de plus en plus sécurisés complexes, ce qui n'est pas toujours le cas. On peut avoir des freins quand on déploie, parce qu'en fonction de ce qui est mis en place en sécurité, le firewall ou le protected. Exactement, l'infra, globalement, il y a des choses qui ne se déploient pas encore. Et un truc important aussi, le SPN et le Managed Entities, pour beaucoup de choses, on va pouvoir enfin utiliser les Azure Key Vault. Enfin, parce que jusqu'à maintenant, c'est une tannée. Oui. Et maintenant, on va pouvoir utiliser, donc on va pouvoir faire de la vraie industrialisation, notamment sur les pipelines de déploiement. On va pouvoir industrialiser et pas avoir, c'est notre ami Benjamin qui a fait ça. Ah bah mince, il est parti en vacances. Ou alors il est plus dans l'espace de travail. Boum, ça fonctionne plus. Pas vendredi au cas où, faites gaffe. Donc là, on va vraiment pouvoir industrialiser beaucoup de choses avec l'arrivée de la gestion des SPN. Quelques arrivées de ce qu'on appelle les AI functions, des petites fonctions qu'on peut appeler côté Panda, catégorisation, les classiques, les catégorisations. Exactement, même analyse de sentiments, juste en appelant une fonction sans aller nécessairement créer un autre modèle, etc. Sans aller sur Azure, en fait, on le fait directement avec une petite librairie. Et puis on va finir par un peu la tournée, la tournée des GA. Exactement, donc pas mal de mise en disponibilité générale. Donc si je les cite un peu pour faire le tour, en GA on a Terraform, du coup le provider Terraform qui l'est, les tags, l'incremental refresh sur Dataflow Gen 2, la partie Apache Airflow Job, les copy jobs. On a qu'est-ce qu'on a? Pas mal de choses après. C'est quoi toute cette partie-là? Complet. Oh là, un peu trop de trucs. Et tout ça. Et tout ça. Ouais, non. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en les on-premise data gateway sur la partie Amazon S3 et les compatibles S3, la partie GCP, pareil sur on-prem data gateway support pour Amazon et S3. C'est important. Ouais, il y a des grosses améliorations aussi. Enfin bon, sur la partie shortcut sur S3 aussi, ils en ont parlé rapidement. Il y a plein de petites choses. Encore une fois, je ne sais plus combien il y a d'annonces, mais il doit y avoir au moins 50, 60 annonces. Si on se fait un petit récap. Là, de synthèse de ce qu'on s'est dit. Alors, c'est vrai qu'on en attend toujours beaucoup de la Fabcon. Est-ce que c'est une belle édition? Est-ce que vous êtes assez content de ce qui a été annoncé? Bon, je vois qu'il y a quand même des choses importantes qui ont été annoncées. On s'y attendait pas. Il y a notamment les copilotes, le One Security, c'est peut-être la plus grosse annonce, on va dire aujourd'hui, qui est le plus impactant, qui est vraiment une feature qui n'existait pas, qu'on attendait. Pas mal d'améliorations, c'est surtout ça. Finalement, on est dans l'amélioration continue. Exactement. Qu'est-ce qui nous manquerait? Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir? On l'a dit, deux choses. L'intégration SQL. L'intégration SQL et peut-être deux features. Une sur la partie gouvernance avec Purview. J'attends vraiment Microsoft là-dessus sur la partie pricing et l'intégrabilité de Purview avec Fabric d'une part, et puis demain l'intégrabilité de Fabric avec des solutions MDM. J'ai vu un éditeur du marché, dont je ne citerai pas le nom ici, mais pour le moment, ces deux aspects-là, pour moi, c'est encore des sujets sur lesquels je suis en attente. Voilà. On sent que c'est toujours le Purview et commence à être un beau produit. Il y a une intégration avec Fabric, mais il y a encore un peu de taf, on va dire, dans l'expérience globale. Il y a de plus en plus de trucs, parce que moi, j'ai eu un client la semaine dernière qui l'a, et on a passé en revue le panneau d'administration. Il y a encore des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées. Donc... c'est assez riche. Par contre, le modèle de prix est une tannée, globalement, il faut le dire comme ça. C'est très complexe à prédire. Et du coup, c'est ce qui freine pas mal de clients. Toi, qu'est-ce qui te manquerait, Benjamin, aujourd'hui? Moi, je me laisse faire. Toi, t'as tout après 8 ans de Power BI. Et pourtant, ils arrivent toujours à te surprendre. C'est fou, ça. Non, si, mais moi, ce que j'attends réellement, c'est le copilot, parce que c'est vraiment pour l'usage de mes utilisateurs finaux, et ça va être de plus en plus d'accompagnement au développement de rapports. Là, pour l'instant, on accompagne au développement de mesures, de petits visuels, mais là je veux qu'on fasse, moi mon rêve c'est, comme j'avais vu lors d'une démo un jour, prends le design de ce rapport et applique-le à mon rapport, et ça, rien que ça par exemple, et d'un coup tout est fait en cascade et c'est automatique. Ça, c'est un truc que j'attendrai, mais je sais, il faut que ça vienne, mais ça progresse, c'est ça. Donc est moins waouh qu'à l'époque,
Tu sens que ça se Ouais, structure mais un peu maintenant, on va plus. peut-être devenir plus efficace aussi. Ouais. C'est-à-dire que le côté waouh, si c'est juste pour vendre du rêve et que derrière, en fait, t'arrives pas. Et il y a pas longtemps, on peut pas changer Enfin, je sais même pas si on peut le faire encore, mais on peut pas changer la couleur d'un graphique. Ouais. Et nous, mais non, ça, je sais pas faire. Donc, bon, fais ça. Apprends doucement, tranquillement. Brûle pas les étapes et ça va aller, quoi. Parfait. Nicolas, petite wishlist. Alors, j'aurais dit le One Lake Security, mais ça y est, on l'a. Donc ça, c'est fait. Ouais, peut-être la partie ADF, qui, je pense... Alors, après, Synapse, c'est quand même très répandu. Je pense qu'ils ont priorisé Synapse. Mais d'avoir un vrai outil de migration ADF, je pense que pour beaucoup de clients, ça reste quand même du gros boulot aujourd'hui. Voilà. Alors après, sur ADF, il y a des parties Dataflow qui, là, à mon avis, vont être une sacrée tannée à migrer sur Fabric, si on peut d'ailleurs le faire. Mais en tout cas, voilà, ce serait le truc que j'attendrais. Mais en tout cas, moi, j'ai hâte de tester déjà tout ce qu'on a là. Et voilà. Moi, je citer tu veux deux quoi, choses. Ouais, moi, il y a deux choses. Là, en ce moment, je sens que j'ai de plus en plus de demandes sur de la partie IoT. Et aujourd'hui, tu es encore obligé d'avoir côté Azure l'IoT Hub qui fait passe-plat globalement avec tes réseaux, LoRa, etc. Tu vois, avec l'Event Hub. Donc, tu es obligé de déployer ta ressource alors que tu pourrais très bien avoir demain une partie packagée, on va dire, vraiment, où j'ai pas besoin de me dire je vais dans Azure, c'est dans ma data plateforme. Pour moi, il y a encore un manque. Alors, en vrai, ça freine pas les projets. Hein. C'est pas monstrueux à faire, tu le déploies ta ressource, etc. Mais du coup, tu te dis pourquoi on l'a pas. Donc, ça, c'est une petite chose que je vois. Et après, il me manque, moi, je pense, un truc, et comme toi, Aminou, j'irai sur la partie gouvernance. Il y a un vrai sujet sur la gouvernance de l'IA aujourd'hui, où on dit Fabric, c'est ta data plateforme socle. C'est grâce à ça que la donnée de l'IA va être gouvernée. Et en fait, t'as pas de template. C'est-à-dire qu'on a le bronze, silver, gold. Ok, c'est une bonne pratique. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin demain si vraiment ta Foundry qui a 1 milliard d'agents, si tu as, globalement, pareil, comment je gère mes référentiels pour l'IA, des choses comme ça. Ça reste un peu boîte à outils aujourd'hui. Je pense qu'on pourrait plus aider et guider les customers avec des templates de gouvernance pour l'IA. Alors, je sais pas sur quelle forme. Pour l'IA. Hein. Alors, c'est pas que pour l'IA, mais spécifiquement à l'IA, ça rebat un peu les cartes et on se réinterroge beaucoup. Et je trouve que sur ça, il y a encore un vide, en fait. Et quand il y a du vide, c'est pas bon. C'est qu'il y aura des erreurs. Et en tout cas, c'est que ça demande d'avoir de l'expert qui est impliqué, qui réfléchit, etc. Et on a Antoine qui est en train de tout casser. Et du coup, voilà, moi, ça serait ça, la partie IoT. Je pense qu'elle commence à être très intéressante parce que le hub, Event Hub, en tout cas, le côté real-time PureView, Fabric, je vais y arriver, est assez riche, permet de tout faire, en tout cas pas mal de choses. Pas mal déjà. Et à minima, ce qu'on faisait dans Azure, on va dire. Alors, il n'y a pas le management des objets comme on l'a sur des plateformes spécialisées, mais en tout cas, si on veut streamer l'objet connecté, on peut le faire, c'est assez simple. Et on a toute l'observabilité qu'il faut. Il manque encore l'intégration complète de ce qu'on avait côté Azure, je pense, côté Fabric, c'est ce que j'aurais imaginé voir, en tout cas, ce que j'attendrai aujourd'hui. Voilà, prochaine FabCon. Bon, c'était un bel event, on va terminer dessus. Merci messieurs pour le partage et la participation. Encore grand merci à Mohamed pour ce beau récap que tu nous as fait, qui a simplifié les lectures. Donc la prochaine FabCon, ça sera... ils ont annoncé Vienne en septembre prochain. Donc voilà, 6 mois un peu d'attente, mais par contre on sait qu'entre-temps... sur la build, mais exactement, donc il y aura un épisode des Tales dans le Cloud dans tous les cas, je crois, d'ici 2 semaines, si je dis pas de bêtises. La semaine du 17 avril, c'est ça Antoine? Je sais plus quand on l'a programmé. Et on aura dans tous les cas en mai un spécial build où on aura certainement un grand lot d'annonces parce que entre aujourd'hui et septembre, il y aura forcément des nouveautés Fabric. Merci de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter la chaîne, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur Apple Podcast ou à nous suivre en direct sur YouTube. N'hésitez pas et surtout encouragez-nous en laissant de bonnes notes. Ça nous rend de plus en plus visibles. Et puis on vous dit rendez-vous au prochain épisode. À bientôt. Merci à tous. Merci. À bientôt.